bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro du Dessus de ma carte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'année 1968. 1968, année charnière qui témoigne d'une contestation massive à l'échelle mondiale. Cet ordre est structuré autour de la rivalité des deux superpuissances, États-Unis-URSS, mais également leurs blocs respectifs. Leurs blocs respectifs qui commencent à montrer ses failles. En effet, les contestations ne se limitent plus à un camp, mais aux deux, tandis que le tiers-monde et les jeunesses émergent en tant que nouveaux acteurs, refusant l'alignement forcé. Mais alors, en quoi l'année 1968 témoigne-t-elle des contestations de la remise en cause de l'ordre bipolaire de la guerre froide? Pour y répondre, nous aurons avec nous trois invités. Premièrement, un invité qui nous parlera de la contestation étudiante et sociale à l'Ouest, un refus de l'hégémonie américaine et de la société de consommation. Bonjour Monsieur Roulette Russe, je me présente, Gabriel Déforestation, expert dans les révoltes étudiantes lors de l'année 1968. Secondement, la lutte pour les droits physiques et contre la ségrégation raciale aux États-Unis, une faille interne au bloc occidental. Bonjour, je suis experte en la lutte pour les droits civiques et contre la ségrégation raciale aux États-Unis, qui représente une vraie faille interne du bloc occidental pendant la guerre froide. Enfin, le printemps de Prague et l'écrasement à l'Est, une contestation du modèle soviétique. Bonjour à tous, je me présente, Elia Grandjambe, et aujourd'hui, je vais vous parler du printemps de Prague et de son écrasement en 1968. Quant à moi, je vous parlerai de l'émergence du tiers-monde et la contestation globale de la polarisation. En 1968, la jeunesse devient un nouvel acteur social. Cela mène à de nombreuses contestations étudiantes qui auront une ampleur internationale. Elles seront le moteur des bousculements sociaux de l'année 1968. D'un côté, en Occident, les contestations se font contre l'ordre social, mais aussi contre l'impérialisme américain et son capitalisme. Effectivement, aux États-Unis, les jeunes manifestent contre la ségrégation raciale, la guerre du Vietnam, mais également l'autorité américaine. Les étudiants combattent des problèmes liés à toute une société et seront soutenus par de nombreuses personnes engagées, comme les Black Panthers, le mouvement antiraciste américain. Ces crises prennent également une ampleur nationale en France. En mai 68, les étudiants remettent en cause le pouvoir. Ce qui commencera comme une révolte étudiante deviendra ensuite une crise majeure. En Allemagne, en Italie, au Mexique, mais aussi au Japon, ils dénoncent tous l'autorité capitaliste. Plus particulièrement les étudiants japonais s'appuient sur le modèle du Vietnam, symbole de la lutte anti-américaine. Les Allemands de Berlin-Ouest, quant à eux, brandissent des photos dans la rue de symboles communistes, tels Lénine. En juillet, la révolte gagne Mexico. Les grèves étudiantes éclatent, mobilisant des dizaines de milliers d'étudiants. En plus de dénoncer la brutalité policière, les grévistes réclament entre autres la libération de prisonniers politiques détenus au Mexique, ainsi que des modifications au code pénal. Cependant, ces grèves seront totalement écrasées à l'approche des Jeux Olympiques, notamment par le massacre de Tlatelolco, faisant des dizaines de morts causées par la police, symbole de la répression vis-à-vis des contestations dans le monde. De l'autre côté, le bloc soviétique réclame des droits face à l'autorité qui se montre écrasante. Il revendique des libertés de presse, mais aussi d'expression, particulièrement en Tchécoslovaquie. Cependant, ces espoirs seront écrasés eux aussi par une intervention militaire, de très forte violence. Dans les années 1960, les États-Unis veulent apparaître comme le modèle de la liberté et de la démocratie face à l'URSS. Mais en réalité, à l'intérieur du pays, les Noirs américains subissent encore une forte ségrégation raciale. Ils sont discriminés dans les écoles, les transports, le travail, et ils n'ont pas toujours accès aux mêmes droits politiques. C'est pour ça qu'un grand mouvement de contestation se développe. C'est la lutte pour les droits civiques. Des figures comme Angela Davis, présentes dans les documents, dénoncent l'injustice et s'engagent activement contre le racisme et pour l'égalité. On peut aussi citer Martin Luther King, symbole de la lutte pacifique, qui est assassiné en 1968, ce qui montre la violence et les tensions raciales extrêmes aux États-Unis. Cette lutte prend une dimension mondiale. Par exemple, lors des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, où deux athlètes noirs lèvent le poing pendant l'hymne américain pour dénoncer la ségrégation. Ce geste devient un symbole international de résistance. Donc, cette situation représente une faille pour le bloc occidental, car elle contredit totalement les valeurs que les États-Unis défendent dans la guerre froide, liberté, égalité et démocratie,
Cela permet aussi à l'URSS de critiquer les États-Unis en les accusant d'hypocrisie. Ainsi, la lutte pour les droits civiques est à la fois un combat social majeur, mais aussi un enjeu politique important qui fragilise l'image des États-Unis dans le monde. Merci. À cette époque, nous sommes en pleine guerre froide. L'Europe est divisée en 2 blocs. Et la Tchécoslovaquie fait partie du bloc Est, sous l'influence de l'Union soviétique. En 1968, Alexander Dubček arrive au pouvoir. Il veut réformer le système communiste et proposer un socialisme à visage humain. Cela veut dire plus de liberté d'expression, moins de censure, tout en restant dans un régime socialiste. Ces changements donnent beaucoup d'espoir à la population. On appelle cette période le printemps de Prague. Parce que c'est un moment d'ouverture et de réforme. Mais l'URSS a peur que ces idées répandent dans d'autres pays du bloc Est. Alors, en août 1968, les armées du pacte de Varsovie entrent en Tchécoslovaquie avec des chars. Le mouvement est écrasé. Les réformes sont annulées et le pays devient un régime plus autoritaire. Le printemps de Prague reste un symbole important et il montre à la fois l'envie de liberté des peuples de l'Est et la volonté de l'URSS de garder le contrôle par la force. Merci. L'année 1968 marque un tournant décisif dans la remise en cause de l'ordre bipolaire de la guerre froide. Alors que le monde est encore structuré autour de la rivalité entre les États-Unis et l'URSS, une série d'événements et de dynamiques montrent que de nombreux pays et populations refusent d'être réduits à de simples pions ou satellites des 2 superpuissances. Le tiers-monde émerge comme un acteur autonome qui conteste la division du monde en 2 camps exclusifs. Le terme de tiers-monde a été popularisé depuis Bandung en 1955. Premièrement, je vais parler du mouvement étudiant au Mexique, une répression brutale qui relève les limites de l'alignement pro-américain. Le Mexique, pays en développement et proche allié des États-Unis dans le cadre de la doctrine Monroe et de l'Alliance pour le progrès, est secoué par un puissant mouvement étudiant à partir de juillet 1968. Les étudiants demandent plus de démocratie, la fin de la répression policière, la liberté d'expression et une remise en cause du régime autoritaire du PRI, parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir depuis des décennies. Le point culminant est le massacre de Tlatelolco le 2 octobre 1968, place des 3 cultures, Mexico. Quelques jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Mexico, le 12 jusqu'au 27 octobre. L'armée et la police ouvrent le feu sur une manifestation pacifique. Le bilan officiel est très sous-estimé, une vingtaine de morts. Mais les estimations historiques parlent de plusieurs centaines de morts et de milliers de blessés ou emprisonnés. Ensuite, la carte du monde est instable. Il y a un monde en ébullition loin des 2 blocs. Ce document-ci met en évidence un monde marqué par des insurrections, des coups d'État, des interventions militaires et des guerres de libération dans de très nombreux pays du Sud, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Le refus du traité de non-prolifération nucléaire, TNP, signé le 1er juillet 1968 par plusieurs pays du tiers-monde, comme l'Inde, Israël, etc., qui refusent de se priver d'une arme que les grandes puissances conservent. La création de l'OPAEP, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, en janvier 1968, prémisse de l'OPEP renforcée qui annonce une future affirmation économique du Sud contre la domination occidentale. Ces éléments montrent un monde multipolaire en gestation. Famine, guerre, Biafra au Nigeria, des révoltes anticoloniales résiduelles et refus de l'alignement forcé fragilisent la logique bipolaire. Ensuite, la Chine et la révolution culturelle, un 3e pôle contestataire. Bien que la révolution culturelle touche à sa fin officielle en 1968-1969, la Chine maoïste se présente comme un modèle alternatif au soviétisme et au capitalisme occidental. Elle se pose en leader du tiers-monde et inspire de nombreux mouvements de contestation, y compris en Occident. La rupture sino-soviétique depuis 1960 accentue la fragmentation du camp communiste et offre une 3e voie idéologique.
Pour conclure ce numéro, en combinant ces 4 dimensions, contestation à l'ouest, révolte à l'est, affirmation du tiers-monde et multiplication des soulèvements transnationaux, 1968 marque le début visible du déclin de la stricte bipolarité. Les deux superpuissances perdent de leur aura, les États-Unis apparaissent impérialistes et racistes, et l'URSS autoritaire et répressive. La jeunesse, les minorités et les pays non alignés deviennent de nouveaux acteurs qui refusent l'alignement forcé et revendiquent leur autonomie. Ainsi, loin d'être une simple année de révolte étudiante, 1968 accélère la transition vers un monde plus multipolaire, préparant la détente des années 1970, l'essor du mouvement des non-alignés, les chocs pétroliers et les recompositions géopolitiques ultérieures. C'est l'année où l'ordre de Yalta commence réellement à se fissurer de l'intérieur. Merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu.